Malocène est un village qui se trouve au pied du Ventoux. Le Ventoux étant lui-même la pointe avancée du massif alpin à l'intérieur de la Provence, dans le nord de la Provence. Il est séparé de la vallée du Rhône par un massif assez torturé, qui est celui des dentelles de Montmirail, où se trouve un village comme Suzette, par exemple, avec ses vignes, souvent cultivées d'ailleurs de façon biologique. Les Romains se sont très vite installés en Provence, donc dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, et le mot Provence d'ailleurs vient de Provincia romane, c'est-à-dire la province romaine. Et ils ont laissé à Vaison, qui est à 9 km de Malocène, ils ont laissé beaucoup de vestiges intéressants, comme ceux qu'on trouve au musée par exemple de Vaison. Vous avez Adrien, sa femme Sabine, et d'autres statues comme cela. Voici un bel endroit pour regarder Malocène. On a une vue sur tout le village et puis sur toutes les montagnes qui entourent le village, parce qu'une des caractéristiques de Malocène, c'est d'être entouré de montagnes. Nous en avons là devant nous, derrière nous, etc. Évidemment, la montagne qui domine tout cela, c'est le Ventoux. Malocène, aujourd'hui, c'est un village essentiellement touristique. Auparavant, c'était un village essentiellement agricole, et si on remonte encore au plus haut, XVIe siècle, même avant, XVe siècle, c'était un village qui était un village industriel. Il faut savoir qu'au milieu du XIXe siècle, il y avait encore plus d'une douzaine de ce qu'on appelait des fabriques, qui utilisaient la force de l'eau du Groseau pour faire tourner les grandes roues qui elles-mêmes faisaient tourner les machines. Et ce Groseau, qui est donc la source de vie de Malocène, eh ben, il naît au pied d'une falaise que l'on voit très facilement, puisque la route qui monte au Ventoux Nord passe juste à côté. Alors ce Groseau, il a été canalisé très tôt, dès le XVe siècle, en voici la source, et vous avez une utilisation de l'eau qui a permis justement le développement de l'industrie à Malocène. On a du mal aujourd'hui, alors que ces industries ont toutes disparu, on a du mal à s'imaginer que Malocène fut une ville industrielle, comme par exemple Vaucluse. La fontaine de Vaucluse, on utilisait l'eau pour faire tourner les machines. Là, c'est pareil. D'ailleurs, à Malocène, comme on le verra dans la suite du film, Malocène a gardé quand même des vestiges de ces antiques roues qui ont permis ce développement industriel du village. Cette vallée du Groseau, qui est fraîche et verdoyante, a vu dès le 7e siècle la construction d'un monastère qui conduit son apogée au XIVe siècle avec le palais du pape Clément V. De ce monastère, il ne reste pratiquement plus rien, en particulier il ne reste rien du palais du pape, mais à part évidemment cette petite merveille qui est la chapelle romane de Notre-Dame du Groseau. Le Groseau a donc très vite, à la fin du Moyen-Âge, été canalisé pour alimenter toutes ces usines qui fonctionnaient avec la force hydraulique dans le village de Malocène. Il y en avait encore au milieu du XIXe siècle une douzaine, peut-être même plus d'une douzaine. Et la dernière de ces usines qui est restée, c'était la papeterie, qui a fermé ses portes il y a seulement quelques années. Une de ces fabriques, comme on disait,
était le moulin du vaisseau, qui à un moment donné a servi de moulin à foulon pour la laine. Et justement, un vaisseau, c'est une cuve qu'on a retrouvée d'ailleurs, qui servait à fouler la laine. La carte de Cassini, qui date de la fin du XVIIIe siècle, nous montre bien la présence de ces industries de Malaucène, dont celle des papeteries, et ces papeteries qui ont fermé, comme on le sait malheureusement, il y a quelques années seulement. Ici nous voyons la partie ancienne des papeteries, et en particulier cette maison où ont habité les contremaîtres, dont André Peyre, qui va nous parler maintenant un petit peu de ses souvenirs personnels. Eh bien, j'ai toujours été passionné par l'histoire de Malaucène. C'est pas un hasard, c'est parce que j'y suis né, parce que j'y ai travaillé. J'ai été dans cette usine des papeteries depuis l'âge de 17 ans, je crois. Et j'ai découvert une usine vétuste, très vieille. Vous savez, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis mis à prospecter et à découvrir les bâtiments les uns après les autres. Et puis, il m'est venu à l'idée de faire un petit bouquin, parce que j'avais trouvé dans les archives des papeteries un document concernant la vente du moulin de la plus haute. Je me suis passionné, je me suis investi complètement dans cette histoire des papeteries. Et j'ai commencé à lire cet acte. Ah voilà, c'était l'hiver 1705. Le tout jeune XVIIIe siècle avait 5 ans. En France, Louis XIV régnait. Dans le comté, il faisait froid, la neige n'était pas loin, les loups non plus. Aussi, Sébastien Gaillardon s'était décidé de régler avant la Noël cet achat du moulin à papier du Gros-Doux. Il fallait trouver une fibre qui était soit du lin, soit du chanvre, et plus tard de la pâte de bois, pour faire la substance noble du papier. Navigage, du papier pour l'exportation. Déjà, en 1705, on exportait du papier. C'était pas du papier à cigarette, le papier cigarette, il est venu 1920. Pour faire du papier, il faut 600 fois plus d'eau que de pâte à papier. Et donc toutes les papeteries sont au creux d'une vallée. En France, j'en ai visité beaucoup. Profite, tu as enregistré, c'est dans le micro. Prends dans le micro. Vite. Ici, nous sommes au moulin du vaisseau et on voit le canal d'Amenet qui est dérivé du Grand Canal, qui a une pente qui est extrêmement faible. Donc les matières se déposent et il n'y a plus que l'eau qui va rentrer dans le moulin. Au début, c'est un canal de pierre. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le bachalon, le canal de bois. Et il va arriver au-dessus d'une roue, et de la roue verticale qu'on va voir. Cette roue, elle est traditionnellement en bois. Elle est renforcée
par des éléments métalliques et elle a un axe horizontal, c'est tout simplement un tronc d'arbre qui a été taillé avec un système d'écrou, etc. Et cet axe va entraîner un mécanisme qui va permettre de transformer le grain qui a déjà subi des opérations, du lavage, des choses comme ça, en farine. En fait, il y a deux meules qui sont horizontales. Il y en a une qui est placée au-dessus de l'autre. Le grain est entre les deux et c'est comme ça qu'on l'écrase. Il y a une qui ne bouge pas, on l'appelle la meule dormante, et celle qui tourne, eh bien, on l'appelle tout simplement la meule tournante. Mais qu'est-ce que c'est tous ces bâtiments-là? Ces bâtiments, c'est ce qu'on a appelé l'usine de papeterie. Et on faisait du papier. Alors, à l'origine, vous avez vu le moulin du vaisseau. Oui. Quand ce moulin a bien marché, il y a d'autres artisans qui ont voulu utiliser aussi la force de l'eau pour faire retourner leur matériel et gagner de l'argent. Et ici, ça a été un moulin à l'origine. On voit là-bas encore la partie jaune au fond. C'était là-bas au départ. Et il y a eu diverses activités d'artisans pendant quelques siècles avant la Révolution. Et juste avant la Révolution, à cette époque-là, il y a quelqu'un d'ailleurs qui s'appelait Jean Geoffroy, qui est venu ici et qui a créé dans les bâtiments qui existaient un moulin en papier. Et c'était un républicain, il a été au conseil municipal de Malaucène, etc. Et puis après, de père en fils, chaque fois, le père s'associait avec son fils et ils ont fait l'activité du papier. Au début, ils faisaient du papier pour écrire. Du papier, c'était du papier qui ressemblait un peu à du carton, c'était épais. Mais on écrivait là-dessus. Et puis après, leur moulin était trop petit. Et donc, ils ont inventé d'autres produits. Ils n'ont plus fait du papier à écrire, mais du papier à cigarette. Ensuite, ils ont fait du papier juste pour le bout filtre. Tu as vu sur la cigarette, il y a une partie qui est blanche et une partie qui est un peu orange avec des... Oui. Voilà, c'est là, cette partie, on ne la fume pas. Eux, ils ne faisaient plus que cette partie-là. Et puis, donc, ils ont été très forts au niveau technologie. Ils ont pris des rayons laser et ils ont perforé ce papier avec des trous minuscules pour que l'air il rentre en même temps qu'on aspire et que ça soit soi-disant moins nocif pour la santé. Voilà. Et puis un jour, ce partenariat n'a plus marché. On a considéré que cette usine ne pouvait plus gagner d'argent et donc on a fermé l'usine, malgré le combat des ouvriers qui, eux, savaient qu'ils pouvaient encore gagner de l'argent parce qu'ils avaient encore inventé de nouveaux procédés. Mais c'est les patrons qui ont fermé pour diverses raisons. Voilà. Et donc ça, c'était en 2009-2011. Vous étiez toute petite. Oui. Ah, mais il a attendu Jean-Christophe, c'est pour ça qu'il est fini. On licencie des salariés pour pouvoir payer la retraite d'autres salariés. À quoi il servait avant Ce ce moulin? moulin est un peu moins vieux que le moulin du dessus, le moulin du vaisseau. Et en fait, à l'époque, au Moyen-Âge, pratiquement la seule énergie, c'était l'eau. Oui, mais le vent, ça marche que quand il y a du vent. Tandis que l'eau, ça marche tout le temps, sauf quand le canal a moins d'eau, mais ici, c'est pas le cas, ou quand le canal gèle. Parce que
arrivaient que le canal du Gros Eau gelait. Et donc, avec cette énergie, eh bien, les artisans faisaient ce qui allait rapporter de l'argent. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, ils ont changé plusieurs fois d'activité. Mais ici, ce moulin, il n'a pas de nom. Moi, j'appelle ça maintenant le moulin Arnaud Loubet, du nom de la famille pratiquement des derniers propriétaires. Eh bien, ce moulin, ça a été longtemps un martinet à cuivre. Donc, dans les années 1820, ce martinet à cuivre va être transformé en un moulin en farine. Parce que c'est ceux qui rapportent l'argent à l'époque. Et c'est la famille Arnaud qui avait déjà le martinet, qui va continuer à exploiter, mais sous forme de moulin à farine. Ce bâtiment appartenait toujours à la famille Arnaud, à ses descendants, qu'on appelait la famille Loubet, qui sont devenus les bergers, mais ils n'ont pas entretenu le moulin, ils n'ont pas entretenu les bâtiments, et finalement, là encore, dans les années 80, la toiture passe à travers, et c'est la désolation. Et il faudra attendre 1998 pour qu'il y ait des nouveaux acquéreurs, et c'est là que Ouli va venir s'installer, il va acheter avec sa compagne Noël Châtelet, et ils vont pratiquement tout refaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? On peut leur dire Merci. merci, parce qu'ils ont sauvé ce bâtiment. Ils l'ont bien rénové, il est beau, il est très agréable. Il est en meilleure santé que son voisin le Vaisseau, parce que bon, là on est sûr que pendant des années il n'y aura plus de ruines, tandis qu'au moulin du Vaisseau, actuellement on est dans le doute le plus complet quant à son avenir. Parce que ça a été vendu avec le reste, enfin ça appartenait aux papeteries, et là on attend le prochain épisode. La révolution industrielle a touché toutes les activités. Et donc tous ces moulins de Malaucène, et d'ailleurs qui ont tourné pendant des siècles, brusquement, on va dire 10-20 ans, n'ont plus été compétitifs. Parce qu'il est arrivé des moulins industriels qu'on a appelés des minoteries. Et à Malaucène, on a eu cette chance. À savoir que donc, ce Louis Cornillac, qui avait son père qui était meunier, a eu l'idée, au début du XXe siècle, de passer lui-même du moulin à la minoterie. Et donc, il a fait cette chute d'eau, et il a agrandi ce moulin, il en a fait une minoterie, et il a pu rester compétitif comme ça. Donc, il a gagné de l'argent, et tous les autres moulins de Malaucène se sont arrêtés, les moulins à blé, sauf le sien. Et lui, il est passé à une échelle supérieure. C'est-à-dire que l'approvisionnement en céréales, ça n'a plus été simplement à Malaucène, ses clients, ça n'a plus été simplement à Malaucène, il était sur une ère qui est beaucoup plus vaste. Il est passé à l'échelle industrielle. Mais la fabrication d'électricité, donc avec l'eau, ça aurait alimenté combien de maisons, vous dites?
ce qu'il m'avait dit. Notre pâté de maison, là, et puis peut-être l'hôtel. Mais notre pâté de maison sûr. Ça paraît cohérent. Oui, ça paraît cohérent, parce qu'il y a quand même une chute, il faut monter là-haut, voir l'arrivée, et par derrière, il faudrait aller chez eux ou chez Madame Charousset, parce qu'il y a quand même une conduite forcée, il y a déjà plus de 10 mètres de chute, et encore chez moi, en plus, quand elle rentre chez moi, il y a encore 2 mètres dessous, et après, il en va une partie, pas tout, parce que il y a des canalisations, on ne sait pas où elles sont. De Charles Brémond, qui est donc le patron d'une fabrique de draps. Tout ce grand bâtiment était le siège au XVIIIe et au XIXe siècle d'une fabrique de draps. Nous avons vu la chute d'eau qui a permis la mise en place d'une roue qui donnait une plus grande puissance pour faire tourner les métiers, j'imagine. Et dans la fabrication des draps, lorsque le drap sort de la machine, il y a d'abord des fils assez longs qui dépassent, et entre ces fils, il y a de nombreuses impuretés. Et ces impuretés, on les a enlevées grâce à cet outil qu'on a trouvé dans les greniers, ici même, qui s'appelle une croix à quart d'air. Les piquants viennent d'une plante qui s'appelle le quart d'air à foudre. Et quand on touche, on voit bien que ce quart d'air, en peignant le drap comme ça, sortait les impuretés qui restaient encore entre les fils. Et j'imagine qu'à la fin de l'opération, on coupait les fils à ras. À un moment donné, Olivier Pey a dû le dire, il y avait bien 15 ou 16 fabriques, entre guillemets, sur le fil du gros os. Les lavoirs ont commencé à se généraliser à partir d'une date très précise, à partir de 1851. À ce moment-là, c'est Napoléon III qui il vient de faire son coup d'État et il oblige toutes les communes de France à se doter de lavoirs, si elles n'en ont pas, et les communes les plus grandes à se doter d'un lavoir par quartier. Pour voilà, que chaque quartier, les femmes puissent avoir un lavoir à disposition. Donc à partir de 1851, il y a d'ailleurs des subventions de l'État qui sont envoyées aux communes qui sont les projets de dessiner des lavoirs. Alors à Malhoussen, eh bien, c'est le cas, c'est à partir de 1851 que la grande majorité des lavoirs sont apparus. On en a 5 à ma connaissance des lavoirs à Malhoussen. Le plus ancien, c'est celui qui est au portail Soubeyran. Hein, quand on arrive à côté de l'église, quand on arrive de Carpentras, il est de l'autre côté de la porte de Soubeyran. Vous avez la fontaine d'un côté, adossée au lavoir. Voilà, ça c'est le plus ancien. Il date des années... il est avant Napoléon, celui-là, il date des 1840. Et puis ensuite, il y a celui aussi du Cours à Malhoussen. Dans les années 1860, on aménage le Cours avec ce beau lavoir rond, magnifique et très très particulier, hein, des lavoirs ronds, il y en a vraiment très peu en Provence. Ce lavoir rond, avec cette huile vernisée au sommet, une très belle charpente. Et puis ben, ils devaient être tellement fiers de leur œuvre que le maire, son premier adjoint, le charpentier et le fontainier ont gravé leur nom au sommet de la charpente. Voilà, le lavoir du Cours, je vous invite à les découvrir si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est vraiment atypique.
Ensuite, il y en a un en bas du village, au portail Filiol, le quartier opposé du portail Souveillant. Il y en a un à mi-chemin, sous les remparts. Je ne sais pas s'il a un nom, celui-là. Non, les Malasséniens, non, il est sous les remparts. Hein, voilà. Et enfin, le dernier, ça a dû être très difficile de le faire arriver jusqu'ici. Eh bien, c'est le nôtre, là, celui-ci. 1879, donc la fin du 19e siècle. Et il a dû falloir vraiment une bonne technique d'adduction d'eau parce qu'on est sur le point le plus haut du village. On a la source du Groseau qui alimente Malaucène et qui fait qu'on a des eaux en abondance. Et les fontaines, elles sont alimentées aussi par la source Saint-Martin. La femme, elle vient aussi avec eh bien, sa brouette. Donc la brouette, c'est cette eau, vous imaginez un peu tout le barda qu'il faut transporter pour traverser le village. La brouette qui est pleine de linge à laver. Il y a aussi la caisse à laver. Là, la caisse, c'est des choses, des objets rares aujourd'hui. On en retrouve chez certains brocanteurs. C'était une caisse en bois dans laquelle on se mettait à genoux. Et comme ça servait de protection. Quand on lave, on avait tendance à s'éclabousser, à se tremper l'intégralité du corps. Et bien là, quand on était dans cette caisse en bois, on était au sec. Et puis on pouvait, dans la caisse en bois, mettre une grosse bourrasse remplie de paille pour avoir les genoux, non pas sur la pierre, mais sur quelque chose d'un peu moins dur, un peu moins rude. Voilà. Et puis, dernier objet qu'on amène au lavoir, vous en ai apporté un. C'est un battoir. Tout à l'heure, on disait tape. Eh bien oui, le battoir strié, celui-ci, puisque ça aide à évacuer l'eau savonneuse. Donc le battoir, c'est un objet qui est très symbolique, que généralement les fiancés offraient, les hommes, les fiancés, les messieurs offraient aux fiancés dames. Tout un programme, mesdames, pour les 50 ans que nous allons vivre ensemble, voilà le cadeau. Nous sommes ici dans le haut du vieux village de Malaucène. Nous avons le portail Soubeyran, qui veut dire le portail supérieur. Et puis nous avons la foire Soubeyran, qui veut dire la fontaine supérieure. Cette fontaine et son lavoir avaient entre autres une fonction particulière, celle de servir au nettoyage des rues. Les rues à cette époque-là étaient jonchées par du fumier que l'on fabriquait dans les rues elles-mêmes, et on lâchait l'eau par des petits canaux, comme celui qu'on voit, pour que cette eau débarrasse les rues des immondices. La plupart des fontaines de Malaucène ont été refaites au XIXe siècle. Les plus anciennes sont celles qui se trouvaient à l'intérieur du village. Une autre fontaine très ancienne, c'est la fontaine Picardie, et celle-ci n'a pas été remaniée. On peut dire qu'elle est dans l'état, pour partie du moins, de ce qu'elle fut au XVe siècle, c'est-à-dire à l'époque où on l'a créée. On s'aperçoit donc que Malaucène fut et reste un pays de l'eau, une eau qui autrefois eut une importance économique très grande, qu'elle a perdue aujourd'hui. C'est pour cette raison que dans la perspective d'énergie renouvelable, certains rêvent de réutiliser cette eau justement pour produire une forme d'énergie qui ne serait pas une énergie polluante comme il y en a trop d'exemples aujourd'hui.